Bonjour et bienvenue, ici Christophe Michou du blog L'Art de la Peinture. Aujourd'hui, je reçois un invité spécial, il s'agit d'Olivier Roland. Bonjour. Et aujourd'hui, il vient de sortir son premier livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est Olivier qui m'a réellement inspiré à monter un blog sur la peinture il y a 3 ans. 3 ans de ça, c'est ça, je crois que c'était en 2014. Non, j'ai commencé en 2013, puis après en 2014. Et je me suis aussi inspiré de ces défis. Notamment, j'ai un défi de peindre 52 toiles en une semaine. Et Olivier, c'était au départ, lui, c'était lire les 52 meilleurs livres en développement personnel et en entrepreneuriat, c'est ça? Oui, voilà, en 52 semaines, oui. Peux-tu nous dire quel est ton parcours et ce qui t'a amené à écrire ce livre? Oui, bah écoute, moi j'ai créé ma première entreprise à 19 ans après avoir arrêté l'école à 18. Et voilà, c'est une aventure super, magnifique. Ma boîte a tenu 10 ans avant que je la revende. Et puis, sauf qu'au bout de quelques années, si tu veux, j'en ai eu marre d'avoir le rythme classique de l'entrepreneur surmené, travailler 60-70 heures par semaine. Donc, j'ai voulu créer une entreprise qui soit au service de ma vie. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une entreprise sur le web qui aujourd'hui me permet de voyager 6 mois par an, hein, pas parce que je dois le faire, mais parce que j'adore ça. Et donc, pourquoi j'écris Tout le monde n'a pas la chance de rater ses études? Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est tout simplement parce que aujourd'hui, ma boîte me permet de vivre très confortablement. J'ai réalisé vraiment pas mal de choses. Est-ce que tu connais la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins? Non. Ok, donc c'est une pyramide en fait qui a été développée par un psychologue qui s'appelle Maslow et qui dit qu'en fait, plus on comble ses besoins et plus on aspire à se réaliser et à apporter de la valeur au monde. Il dit d'abord, il faut d'abord qu'on ait à boire, à manger, un toit, etc. Ensuite, il faut que on ait notre besoin de reconnaissance dans notre communauté qui soit acquis. Après, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui nous plaît, etc., etc. Et moi, j'avais déjà tout ça et du coup, je suis vraiment dans le haut de la pyramide de Maslow dans le sens où je suis avec ce livre, je suis dans une démarche à la fois d'apporter de la valeur au monde et aussi de me réaliser personnellement, tout simplement. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Tu vois, c'est un gros bouquin, il a plus de 500 pages, il a plus de 400 références scientifiques. Et je ne l'ai pas fait pour gagner de l'argent, parce que tu imagines bien que c'est beaucoup de travail. Si je vais passer tout ce temps que j'ai passé dessus et donner toute mon énergie à créer des produits, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent que ça. Donc j'ai vraiment fait pour contribuer, pour essayer de toucher un maximum de monde. Parce que, c'est pas pour tout le monde un livre, il s'adresse à ce que j'appelle les rebelles intelligents. Et les rebelles intelligents, pour moi, c'est tout simplement les gens qui ressentent au fond d'eux, si tu veux, l'appel à faire autre chose, l'appel à créer quelque chose de différent que le classique passe le plus gros diplôme que tu puisses avoir et puis fais du métro au boulot dodo pendant 40 ans en profitant éventuellement de la vie quand tes plus belles années seront derrière toi, tout simplement. En 3 points, qu'est-ce que tu conseillerais de faire pour atteindre, disons, le succès que tu as eu? Je pense notamment aux artistes qui recherchent actuellement leur voix, comme ça a été le cas pour moi et plein d'autres personnes qui me suivent. Bah écoute, il y a pas mal de choses que tu peux utiliser dans ta vie. Je donne 3 principes pour réussir dans tous les domaines au tout début de ce livre. Et si tu veux, je peux te les partager un peu, hein. La première chose, c'est le bon scepticisme. C'est-à-dire que pour moi, tu as une différence entre les bons et les mauvais sceptiques, dans le sens où, contrairement aux bons et mauvais chasseurs, il y a une vraie différence entre les deux. Le mauvais sceptique, il va avoir un truc, tu vois, une nouvelle méthode, quelque chose de vraiment nouveau, qui peut avoir des résultats bien meilleurs que les anciens. Et il va se dire, mais c'est de l'arnaque ou c'est n'importe quoi, si c'était vraiment si efficace, ça se saurait depuis le temps, on l'aurait inventé, etc. etc. Et bien qu'il va se dire, c'est pas fait pour moi. Et il va s'arrêter là. Le bon sceptique va avoir la même réaction initiale. Donc il va se dire, ouais, c'est peut-être de l'arnaque, ça paraît trop beau pour être vrai, etc., etc. Mais il va se dire quelque chose de différent qui va faire toute la différence, justement. C'est qu'il va se dire, il n'y a qu'une seule manière de le savoir, c'est de tester pour voir si ça fonctionne pour moi ou non. Et du coup, il va utiliser le scepticisme non pas comme une excuse pour ne rien faire, mais comme une excuse pour pouvoir tester les choses et avancer et voir s'il ne trouve pas de nouvelles méthodes qui fonctionnent.
Le deuxième principe, c'est qu'il y a des méthodes plus efficaces que d'autres dans tous les domaines, y compris en peinture, y compris dans la manière d'exprimer son art, etc. Je veux dire, regarde autour de toi. Quels sont les objets que tu vois autour de toi maintenant? Maintenant, ce que je vois, alors là c'est hors champ bien sûr. Ce que je vois, donc là je suis en face d'une bibliothèque, d'un meuble. Donc là je tourne cette vidéo dans une salle à manger. Je suis sur une table. Ensuite, Tu vois un ordinateur, etc. un ordinateur. Enfin là je vois la caméra, puis l'ordinateur aussi. Ouais. Bon, tu vois, tous ces objets sont aujourd'hui d'une banalité à pleurer. Et pour certains d'entre eux, comme ton téléphone, ta caméra, ton ordinateur, il sera apparu comme de véritables miracles aux yeux des grands-parents de nos grands-parents. Et si tu remontes assez loin dans le temps, tous les objets qui sont autour de toi faits de la main de l'homme auraient apparu comme des miracles aux yeux de certains êtres humains dans le passé. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous les objets qui sont autour de nous sont le produit de méthodes miracles qui ont été mises en place parce que c'était des méthodes beaucoup plus efficaces que les autres à un moment ou à un autre. Y compris dans les domaines comme l'art, parce que dans l'art où on ne recherche pas forcément une forme de perfection, si tu veux, dans le dessin, dans le trait en lui-même, mais on recherche une forme de perfection dans l'outil. C'est-à-dire que les outils que tu utilises aujourd'hui en peinture, par exemple, sont beaucoup plus efficaces que les premiers pigments naturels utilisés par les hommes préhistoriques pour peindre dans les cavernes ou dehors, tu vois. Pareil, les instruments se sont beaucoup perfectionnés, les instruments de musique, par rapport aux premiers tambours rudimentaires des hommes préhistoriques. Donc même dans l'art, on voit qu'il y a ces méthodes qui se sont imposées au fur et à mesure. Et qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle une méthode miracle? C'est tout simplement une méthode qui n'est pas encore suffisamment répandue dans le présent pour que la plupart des gens la connaissent. J'aime beaucoup cette citation de William Gibson, qui est un auteur américain, qui dit le futur est déjà là, il n'est juste pas également réparti. Donc ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a des gens qui mettent en place, qui inventent des choses et qui commencent à l'utiliser, et ça se diffuse lentement dans la société, mais ce n'est pas également réparti. Donc une méthode miracle, c'est avant tout une méthode qui n'est pas encore complètement répandue dans le présent, et ce qui donne un avantage énorme à ceux qui l'utilisent. Donc il faut comprendre ça, parce que souvent les gens se disent que les méthodes miracles n'existent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus d'arnaques et des gens qui prétendent avoir des méthodes miracles qui n'existent pas. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des arnaques que les méthodes miracles n'existent pas, et inversement. Et simplement, et ce que je dis, c'est qu'une méthode miracle finira toujours, ou la plupart du temps, à s'imposer par sélection naturelle, et qu'au bout d'un moment, tout le monde va l'utiliser, et ça sera complètement banal. Et c'est important de le comprendre pour déjà pas avoir ce blocage de se dire il n'y a aucune méthode vraiment plus efficace que d'autres que je peux utiliser. Est-ce que ça t'intéresse que je te donne une technique? Alors c'est vrai qu'on est sur un blog de peinture, donc ça ne va pas forcément intéresser les gens. Bon, je donne plein d'exemples, si tu veux, dans la première partie du bouquin, de méthodes miracles dans des domaines qui intéressent tout le monde, comme avoir gagné plus d'argent, augmenter son influence, être plus heureux, ce genre de choses, tu vois. Et ensuite, c'est la loi de Pareto, c'est que 80% des effets sont produits par 20% des causes. Et tu pourrais sans doute en peinture avoir 20% des tableaux que tu as fait qui font 80% de ton bonheur. Aussi, si tu arrives à vendre tes tableaux, 20% de tes tableaux qui créent 80% de tes revenus. À contrario, tu peux avoir aussi des clients, par exemple, si tu es peintre, peut-être pourquoi pas, hein, tu peux avoir 20% de tes clients qui t'amènent 80% des problèmes. Et ça, c'est trois principes, si tu veux, qui sont vraiment combinables entre eux et qui, quand tu les as en tête, t'apportent vraiment un avantage énorme sur le reste. Je cite, si tu veux, cette citation donc, de Ralph Waldo Emerson, qui est un auteur américain du 19e siècle, qui dit « Quant aux méthodes, il peut y en avoir des millions et d'avantages, mais les principes sont peu nombreux. L'homme qui comprend les principes peut sélectionner avec succès ses propres méthodes. L'homme qui essaie les méthodes en ignorant les principes est sûr de rencontrer des problèmes. » Alors donc je revenais par rapport à la loi de Pareto, effectivement, de 20% d'efforts qui donnent 80% des résultats. Depuis que je suis ton blog, il y a maintenant de ça plus de 6 ans, 5 ans, 6 ans, 2011, donc ouais, c'est 5 ans. J'ai mis en place une méthode en dessin et en peinture où finalement je réalise donc 20% de la force de la composition
qui donnera 80% des effets au départ. C'est-à-dire elle prend tournure beaucoup plus vite, la peinture. Ah, bah écoute, super intéressant. Intéressant, tu vois, c'est vraiment quelque chose d'assez universel. Bien sûr, c'est pas toujours 20 ou toujours 80, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans vraiment un nombre incroyable de domaines. Je suis vraiment très curieux du coup que tu aies utilisé ça en peinture, c'est très intéressant. Et voilà, tu vois, tout ce que j'ai partagé là, pour un peintre, ça peut paraître un peu compliqué à appliquer dans son domaine, mais en fait, déjà, j'aimerais juste que ça plante une petite graine dans votre esprit, que vous y pensiez un peu, parce qu'il y a moyen d'adapter ces trois principes-là à tout, y compris la peinture. Et c'est intéressant que toi, tu aies appliqué le principe 20-80 à la peinture, tu vois. J'ai un exemple peut-être très rapide. Attends. Hop là. Alors je sais pas si on va voir la toile de là. Voilà. Ça c'est par exemple voilà, 20-80 en peinture. D'accord, tu veux dire que tu as 20% de la surface du tableau là qui attire vraiment le regard. Grosso modo, ouais. Grosso modo, ouais. Le reste, c'est simplement, j'ai mis un fond en vert comme ça. Et puis après, j'ai rajouté du bleu, puis un peu de blanc pour les reflets dans l'eau. Et puis voilà. Donc le plus gros du travail se situe là. Ici, à cet endroit-là. Ouais, c'est très intéressant. Bon bah tu vois. Je vais raccrocher le tableau. Allez, une ficelle. Voilà. Je reviens. Alors bon, oui, c'était très intéressant d'aborder ça puisque je l'enseigne et puis je vais l'enseigner aussi en peinture. Donc comme ça, vous gagnerez aussi vraiment en efficacité. Et c'est pour cela que finalement, moi, je peux arriver à faire en une journée une copie de toile de maître, comme vous pouvez le voir dans la catégorie Mon défi, mais en même temps réaliser des peintures beaucoup plus personnelles et des peintures que j'envoie comme ça tout de suite, que je finis en 3-4 jours. Bon, je peins aussi à l'acrylique en même temps, donc c'est ce qui permet que ça sèche beaucoup plus vite. Et grâce à cette philosophie, du moins, j'ai pu arriver à faire ce basculement. Voilà, bon, donc je te remercie, Olivier. Mais de rien. Alors, peut-être une dernière petite question. Qu'est-ce que tu conseillerais pour avoir une vie heureuse et plus épanouie? Parce que ça, c'est très important. Dans son art aussi, un artiste a besoin d'être heureux et épanoui pour produire finalement de meilleures toiles. Eh ben écoute, déjà tu peux très simplement utiliser la loi de Pareto pour ça, parce que, enfin on dit loi, c'est plus un principe, hein, parce qu'il y a aussi un principe clair, c'est que 20% des gens que tu côtoies t'amènent 80% de ton bonheur. Et 20% des gens que tu côtoies t'amènent 80% de ton stress et de tes problèmes. Déjà, ce que tu peux faire, c'est essayer d'analyser, de trouver les 20% de gens qui t'amènent 80% des problèmes et essayer de t'en débarrasser, tout simplement, ou de les côtoyer le minimum de temps possible. Et tout simplement de passer davantage de temps avec les 20% de gens qui t'amènent le maximum de bonheur. Parce que du coup, ça peut complètement transformer ta vie, tu vois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut te rendre beaucoup plus heureux. Ensuite, eh bien, il y a des tas de choses, si tu veux, pour être plus heureux dans sa vie. Je pense que une pratique que tous les artistes devraient faire, c'est la méditation. Ça a été prouvé. Je ne sais pas si tu en fais, toi, de la méditation, Christophe? Voilà. Ça a été prouvé par des centaines d'études scientifiques que ça a d'immenses bénéfices sur notamment le bien-être, le bonheur, mais aussi ça réduit la pression sanguine, ça fait vivre plus longtemps. C'est absolument incroyable. Ça augmente la capacité, et c'est ça qui est génial aussi pour un artiste, c'est que ça augmente la capacité d'attention et la capacité dans le moment présent. Et du coup, ça peut être très intéressant quand tu peins, ou enfin, je sais pas, quand tu fais ta démarche artistique. Et ça, il y a plein d'artistes qui ne connaissent pas encore ça bien, ou qui le font, mais pas assez. Et il suffit juste de 5 minutes par jour pour avoir énormément de bénéfices, y compris au niveau de l'humeur et tout ça. Et c'est pas compliqué, hein. Vous asseyez sur quelque part, vous fermez les yeux, ou pas d'ailleurs, c'est même pas obligatoire, et pendant 5 minutes, vous vous concentrez sur votre respiration. Vous inspirez, vous expirez.
Et un exercice simple au début pour fixer votre esprit, c'est tout simplement de compter. Vous comptez 1, 1, 2, 2, et dans votre esprit, hein, pas à haute voix. 3, 3, etc. Vous montez jusqu'à 10 et ensuite vous descendez jusqu'à 0. Et si à un moment vous vous rendez compte que dans vos pensées vous êtes perdu, vous êtes parti ailleurs, vous recommencez à 1 et puis jusqu'à ce que vous continuez jusqu'à ce que vous arriviez à faire une fois l'aller-retour. Et quand vous arrivez de manière consistante, vous passez à 20, puis à 30, etc. C'est juste l'exercice le plus basique et qui déjà vous donne énormément de bénéfices dans la méditation. Je testerai bénéfice dans la méditation. Je testerai dans ma pratique de la peinture notamment. Parce que je sais que, par exemple, quand je commence une séance de peinture, au départ, les 5 premières minutes sont difficiles parce que je suis éparpillé. C'est un moment où il faut, au contraire, se recentrer. Parce que le dessin, la peinture, l'inspiration vient aussi quand on est dans cet état méditatif. Exactement. Voilà. Je te remercie. Au passage, vous pouvez visiter les blogs d'Olivier Roland, notamment le premier, des livres pour changer de vie. Vous avez aussi le blog Habitudes Zen. Et puis donc il y a tout le monde. Et puis donc il y a Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études qui sort dans toutes les bonnes librairies, dans toute la francophonie, et même si votre libraire l'a pas, vous pouvez le commander chez lui, il sera ravi de l'amener jusqu'à vous. Et donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer chez un libraire, vous aurez un lien quelque part sous cette vidéo, vous pourrez le commander. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a inspiré. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée créative et je vous dis à très bientôt. Au revoir. À bientôt.